Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Florent Chanfroy. Je suis senior software développeur depuis 5 ans chez Gravity. J'ai commencé par faire du petit bug fix, de la petite feature. On a travaillé sur la version 1.20 quelque chose, 26, 27. Puis très vite la version 3. Dernièrement, la dernière version 3, c'était la 3.20 qui date du mois de mars, la dernière release de maintenance. Et là maintenant, on est sur de la version 4 avec notre Event Native API Management, donc qui est capable de gérer aussi bien des API synchrones que des API asynchrones. Un petit brief vite fait sur Gravity, qui on est. Donc c'est une société qui a été créée il y a un petit peu plus de 8 ans. Elle est originaire de Lille, voilà, 4 personnes qui l'ont fondée à Lille en 2016. Elle a été très vite utilisée par des entreprises qui sont dans le groupe Mullier, qui est un groupe très connu dans le nord de la France. Ils sont surtout dans le domaine du retail. Voilà, les deux principaux sont Decathlon et Auchan, qui utilisent massivement donc notre solution. Mais on est aussi très diversifié maintenant, puisqu'on a des clients dans le monde entier, parmi environ 23 pays. On s'est aussi beaucoup développé. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'étais le premier développeur, premier salarié. Maintenant, on est un peu plus d'une centaine répartis entre la France, l'Angleterre et les États-Unis, principalement. Énormément de téléchargements par mois. On est la plateforme open source d'API management la plus complète, c'est-à-dire que dans notre offre open source, vous avez les UI, la management API, donc l'API qui permet de gérer vos API, et la gateway qui permet d'exposer vos API, etc. Je vais faire un petit tour vite fait sur l'API management. Déjà, est-ce que ça parle à tout le monde quand je parle d'API management? Si je vous dis Gravity déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Je crois tout à l'heure on a discuté, tu connaissais. Vous connaissiez aussi un peu Gravity, les autres? Non, jamais. De nom, un petit peu. Si je vous dis des noms comme Kong, Tyke, Apigee, c'est des choses qui vous parlent ou pas? Ouais, non, ok. Bon, on va revenir vite fait du coup sur ce que c'est que l'API management. Donc, le but de l'API management, ça va être de contrôler et de suivre un peu le cycle de vie de vos API dans votre système d'information. Et donc, on va avoir plusieurs phases. Il y a la phase de conception, design, où vous allez faire, par exemple, ce qui se fait de plus en plus, c'est quand même le contract first. Donc, vous allez définir votre OpenAPI, votre Async API, si vous faites du Kafka ou de ce genre de choses. Ensuite, vous allez vouloir documenter vos API, vous allez vouloir que des consommateurs puissent les découvrir. Vous allez pouvoir naviguer dans une liste d'API pour pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux. Si vous voulez récupérer des informations sur la météo ou des choses plus intéressantes pour votre business, je sais pas, des chiffres de la bourse ou des paris en ligne. En tant que producteur d'API, vous allez vouloir que vos API soient consommées. Si vous faites des API, c'est pour qu'elles soient consommées, sinon ça sert à rien d'en faire. Et donc, vous allez vouloir les présenter, vous allez faire en sorte de bien les mettre en valeur pour que des gens puissent se souscrire. Éventuellement, vous allez pouvoir monétiser vos API, donc monétiser vos services. Et donc, vous allez aussi devoir gérer les accès, la sécurité, puisque si vous exposez vos API, c'est-à-dire que vous mettez à disposition des services pour que les gens puissent venir les consommer, mais vous voulez pas que tout le monde puisse venir faire tout et n'importe quoi avec vos services. Vous allez donc mettre en place la sécurité, ça peut être par serveur O2, token JWT, de l'API key, c'est les 2 trucs principaux pour sécuriser vos API. Et enfin, une fois que vous avez mis ça en place sur votre plateforme, vous allez pouvoir monitorer, regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, en tant que producteur d'API, vous allez être intéressé par voir est-ce que mon API elle est fortement consommée? Si oui, par qui? Quel genre de payload je reçois? Est-ce qu'elle est souvent en erreur? Est-ce que mon API elle est mal comprise? Peut-être, il y a peut-être beaucoup de 400. Peut-être que c'est les gens. Du coup, la documentation n'est peut-être pas suffisante.
Et en tant qu'API consumer, vous avez envie de voir si l'API vous consommez, elle est toujours up, si vous n'avez pas consommé tout votre quota, parce qu'on peut aussi mettre du quota sur les API pour dire vous avez droit à tant d'appels à la minute, à l'heure, au mois. Voilà, on peut faire différentes possibilités comme ça. Et donc vous allez pouvoir suivre un peu votre consommation aussi de vos souscriptions. Ça va pour l'instant? API management, c'est clair? Donc, nous, comment on se positionne chez Gravity? Donc, on a un set d'outils qui vont permettre de faire un petit peu tout ce dont je viens de parler. Donc, on a un API designer qui va aider à la conception des API. On a notre API management qui va être toute la partie dont je viens de parler, qui est vraiment déclarer mon API, la documenter, dire si un client appelle de telle manière, ça va appeler tel backend à tel endroit, je vais faire tel contrôle. Est-ce que la payload qu'il m'envoie, elle est valide? Est-ce qu'elle suit un certain schéma JSON? Est-ce que les headers sont corrects? Voilà, ce genre de choses. On peut faire tout un tas de contrôles, on verra un peu plus tard. Chez Gravity, on a aussi une solution d'access management, donc un IAM. Si vous ne voyez pas ce que c'est, est-ce que Keycloak, ça vous parle? Eh ben voilà, nous on a notre solution concurrente à Keycloak, on a notre access management qu'on utilise sur notre solution cloud. On a également un alert engine, donc ça c'est quelque chose qui va aller regarder tous les événements qui se passent sur votre gateway, qui va être capable d'analyser toutes les requêtes qui passent, l'état de santé des gateways ou de tous les nœuds que vous avez, des nœuds Gravity. Et selon des règles que vous définissez, vous allez être capable de dire eh bien, si telle API est en erreur depuis, on va dire, 10 minutes, j'envoie un mail. Alors, peut-être au bout de 10 minutes, ça fait peut-être un peu long, mais si on détecte des 500 pendant 1 minute d'affilée, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec le back-end, donc il faut alerter le propriétaire de l'API. Si c'est des erreurs 400 à répétition, ou alors voilà, donc on a tout un tas d'alertes qui peuvent être configurées sur des métriques bien précises. Et derrière, vous allez pouvoir recevoir des mails, des notifications webhook. Et le dernier, on peut faire du Slack aussi. Voilà, vous pouvez envoyer des notifs sur Slack. Et enfin, la dernière offre, ça va être Gravity Cloud, qu'on a appelé Cockpit jusqu'il y a encore pas si longtemps. Et donc, ça va être mettre à disposition notre outillage sur un cloud pour que des gens puissent venir finalement profiter des outils sans avoir à installer quoi que ce soit chez eux, sur leur cloud, sur des VM ou quoi que ce soit. Tout sera à disposition. Et donc, comment ceci en fait va venir dans le cycle de vie de l'API management? Donc, on va avoir toute la partie design, develop, secure, expose qui va être sur le design et l'API management. Ensuite, on va vouloir documenter et publier notre API sur un portail. Donc, c'est là où on distingue la partie console de la partie portail. La partie console, ça va être pour l'API publisher. C'est là où on va déclarer l'API et tout ce qui va avec. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Et la partie portail, ça va être ce que l'API consumer va voir. Il va lister toutes les API, il va pouvoir accéder à la documentation, il va pouvoir déclarer des applications qui vont souscrire à des plans d'API pour dire voilà, cette API m'intéresse, je voudrais souscrire. Et voilà, selon certaines configurations, il peut, dès qu'il a cliqué sur valider, pouvoir utiliser l'API, ou alors ça peut nécessiter une validation du publisher. Voilà, donc il y a plusieurs workflows comme ça de validation et de création de souscription. La partie Discover et Consume, c'est de ce dont je viens de parler. Donc c'est plutôt ce qui va être sur la partie portail. Et enfin, Monitor et Alerte. Donc tout à l'heure, je vous parlais des dashboards, enfin de tout ce qui était analytics, metrics et tout ça. Donc là, on va pouvoir monitorer les appels, voir le temps, les latences. On va pouvoir voir le nombre d'appels, le nombre d'erreurs. On a tout un tas de métriques, des dashboards qui permettent d'avoir des informations comme ça sur les API, sur nos propres API et ou sur nos applications si on se positionne en tant que consommateur. On veut voir si nos applications sont souvent sollicitées, souvent utilisées, etc. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Non? C'est clair? Ok, je continue. Donc, là, on va arriver un peu dans le vif du sujet. On a tous connu, ou on connaît même encore maintenant, alors les services SOAP peut-être plus pour les plus anciens, dont je fais partie, je m'inclus.
Et même les plus jeunes qui travaillent sur des systèmes legacy, je suis sûr qu'on en trouve encore beaucoup des services SOAP XML. Majoritairement, on va quand même parler aussi d'API REST JSON, mais ça reste du protocole HTTP, HTTP POST, HTTP GET. Et donc ça, c'est assez facile, on sait le faire, on sait documenter, des gateways, on en a à foison. Bon, tout à l'heure, je parlais d'APG, il y a Kong, Tyke, nos concurrents principaux. Vous allez retrouver des gateways sur les offres cloud également. Chaque cloud provider va fournir sa propre petite gateway. Et donc ça, voilà, on sait faire. C'est du synchrone, request, response, voilà. Ça, tout va bien. Et puis, il y a eu un petit peu plus de complications, on va dire. On s'est mis à faire, alors il y a quelques dizaines d'années déjà, mais on a commencé à faire plein de microservices. On s'est dit c'est chouette, on va faire du service mesh, on va en mettre un peu partout. Donc là, on se retrouve avec des architectures qui sont assez hétérogènes. On a des protocoles différents, on a des modes d'accès différents, on va avoir des frameworks différents. On a beaucoup de choses, beaucoup de complexité qui s'est ajoutée. Donc les topologies de déploiement, les plateformes, les frameworks et les modèles d'interaction. Donc est-ce qu'on fait du real-time avec de l'IoT, par exemple, qui va pousser des données sur du MQTT, par exemple? Est-ce qu'on fait du gRPC? Est-ce qu'on est connecté à un Kafka? Est-ce qu'on est connecté à une vieille bonne base de données relationnelle? Est-ce qu'on est sur différents clouds ou est-ce qu'on est sur des VM quelque part? Voilà. Et donc, quand vous avez autant de choses à gérer, ça va devenir assez contraignant de proposer, on va dire, une espèce d'offre homogène à vos publishers et à vos consommateurs pour se dire, OK, donc les API REST, vous allez utiliser. Mais par contre, pour tout ce qui va être déclaration de topic Kafka et tout ça, on a un autre process dans un autre outil. Vous allez certainement devoir dupliquer des données, gérer des droits supplémentaires, plein de plateformes à gérer un peu en parallèle, de la connaissance qui va être un petit peu répartie parmi les gens. Et donc, ça va nécessairement impliquer un coût supplémentaire, un coût de maintenance, un coût humain. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Donc, nous, chez Gravity, ce qu'on vous propose, c'est d'unifier, de proposer une expérience, on va dire, homogène. On va unifier la manière dont on gère les API synchrones et asynchrones, donc l'API management. On va faire ça le plus simplement possible. Bon, évidemment, il y a des moments où on ne peut pas faire trop simple non plus, mais vraiment, on essaie que ça soit le plus simple possible, avec toujours la sécurité, donc les plans API key, tout ce qui est O2, token JWT. Et donc notre plateforme, on retrouve l'API design, l'API gateway management, donc ça c'est notre APIM, IAM, API security. Donc IAM, ça va être notre solution d'access management. API security, ça va un petit peu de pair. On a des choses chez IAM qui permettent de vérifier les risques. On a du risk assessment qui va permettre de vérifier un petit peu s'il y a des gens qui se connectent un peu trop souvent qui tentent de se loguer plusieurs fois. Et on va pouvoir détecter un petit peu ce genre d'attaque. On peut regarder aussi les IP, voir de quel pays elles proviennent, si c'est des IP un peu à bannir ou pas. L'API productization, ça va être la partie portail, c'est comment vous exposez, comment vous déployez vos API. Le monitoring et l'environnement management, on y reviendra que le monitoring, c'est les dashboards dont je parlais tout à l'heure, et l'environnement management, ça vient avec le cloud, c'est être capable de dire, j'ai ma plateforme, on va dire pour un environnement de dev, avec des API qui sont dessus, et je veux passer sur un environnement de pré-prod et de prod. Et donc, on peut promouvoir assez facilement des API d'un environnement à l'autre une fois qu'on les a validés, par exemple. Donc, ça, on savait déjà le faire. Pas de problème. Post, get, sur de l'HTTP. Et donc là, nous, on arrive à faire, avec du HTTP post et du HTTP get, à aller pousser des messages dans du Kafka, dans du MQTT, et aller les lire avec du HTTP GET. Donc là, on a un premier changement dans le sens où
Si vous n'êtes pas capable, parce que l'application ne le permet pas, de vous connecter directement à un topic Kafka avec les API de Kafka, ou peut-être se connecter même directement en TCP sur les topics, enfin sur les brokers. Nous, on va proposer cette couche d'abstraction où vous allez être capable de continuer à faire de l'HTTP, mais pourtant, on va s'occuper de faire la conversion et de lire, de poster et de lire les messages pour vous. Vu qu'on est capable de faire ça, ben on ajoute maintenant la possibilité de pousser des données. Donc la gateway maintenant n'est plus seulement en réception de requêtes et de réponses. On peut directement lui dire je m'abonne et je voudrais que tu m'envoies des données quand tu les reçois, quoi. Donc là, on va être capable d'envoyer, de faire du streaming, on va être capable d'envoyer dans des WebSockets, on va être capable de faire de la souscription finalement. Et on va pouvoir faire du post sur des webhooks, on va pouvoir faire du serveur sent event, je veux toujours dire server side, mais c'est server sent event. Et dernièrement, on a rajouté aussi la possibilité de faire des connexions proxy directement. Donc vous définissez une API de type TCP, ça. Vous faites une API de type TCP, et là vous êtes capable de vous connecter directement en TCP via la gateway. Alors, ça va réduire un petit peu certaines possibilités, puisque du coup, comme c'est du TCP, on n'a pas d'accès directement, enfin, on n'a pas une payload claire, définie, on n'a pas le protocole HTTP, mais ça permet au moins d'avoir un petit peu de monitoring pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. Et donc, toute cette solution, toute cette stack qui est là, on va le proposer, on va dire, en 3 modes de déploiement selon les usages des utilisateurs. On va partir sur du totalement managé par nous, donc le Gravity Cloud, ce qu'on appelle le control plane ou le management plane. Donc c'est toute la partie définition des API dans la console d'administration, la documentation, ajouter des policies sur ces API. Donc les policies, je vous montrerai tout à l'heure, c'est des petites actions qui peuvent se passer entre le moment où la gateway reçoit une requête et le moment où elle la renvoie au back-end. On est capable d'aller faire des actions entre deux, et pareil pour le retour. Mais on est aussi capable de faire ça sur du messaging. Donc, à l'établissement de la connexion, par exemple sur un topic Kafka, mais aussi à chaque fois qu'un message est envoyé. On va être capable de, par exemple, formater le message. Si vos messages sont formatés avec du Avro sur votre topic Kafka, mais que vous voulez du JSON, bah on va pouvoir soit utiliser du schéma registry qui est directement dans Kafka, soit proposer un schéma inline directement dans la policy. Bon, je m'égare un petit peu, mais donc pour le cloud, on propose complètement la gestion complète est entièrement gérée par nous. La définition des API, l'exposition des API, mais également les gateways qui seront donc sur notre cloud et qui pourront se connecter à des serveurs forcément qui doivent être accessibles depuis nos gateways, mais ça, on va dire, enlève une épine du pied pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour opérer leur propre infrastructure. À l'inverse, on a une possibilité d'installation qui sera complètement gérée par l'utilisateur final. Voilà, il peut avoir son propre cloud, enfin, je veux dire ses propres installations sur son propre cloud privé. Il peut avoir des VM, il peut utiliser même du bare metal si ça l'intéresse. On propose des zip, on propose des packages Yum si vous voulez faire du Red Hat. On propose des images Docker, un Nchart. Voilà. À vous de choisir ce qui vous intéresse pour installer tout ça. Vous avez vos propres gateways, vous gérez votre réseau comme vous le souhaitez. Et puis on a le modèle un petit peu intermédiaire où finalement ce qui vous intéresse c'est d'avoir des gateways chez vous parce que vous êtes dans un réseau privé. Vous n'avez pas envie d'exposer vos API vers l'extérieur ou alors peut-être à des partenaires seulement. Mais pour autant, vous n'avez pas envie de vous embêter à gérer une base de données, une management API qui doit gérer un peu tout ça, des fronts. Voilà, vous n'avez pas envie d'avoir tout ça. Donc ça, on peut le faire pour vous. On a un mode hybride où
on installe tout chez nous, mais vous pouvez venir déclarer vos propres gateways et vous connecter aux bases de données de manière indirecte, parce que vous n'aurez pas accès directement, donc on utilise Mongo Atlas, vous n'aurez pas accès directement au Mongo Atlas, mais par une API REST, vous êtes capable de synchroniser vos API entre ce que vous définissez dans le management plane, control plane, et ce que vous allez récupérer, les récupérer dans votre gateway. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, il peut aussi y avoir des gateways en public. C'est-à-dire qu'on pourrait décider, par exemple, je sais pas, un client se dit, j'ai une centaine d'API, j'en ai une trentaine qui va être réservée pour un usage interne. Peut-être que c'est un grand groupe et donc c'est différentes entités du groupe qui ont accès donc uniquement à ces gateways qui seront privés. Mais il y a une autre partie des API qui est à disposition soit du grand public, soit d'autres fournisseurs. Alors ça peut être, je sais pas, des comparateurs de prix qui ont besoin d'accéder aux prix, des prix de votre matériel. Et dans ce cas-là, vous allez exposer. Public ne veut pas dire que c'est open bar non plus. Vous allez quand même mettre de la sécurité, il faut quand même faire des souscriptions et ce genre de choses. C'est juste que c'est... Ah oui. Mm-hmm. Ce qui reste dans la gateway, ce qui rentre par la gateway reste dans la gateway, c'est ici. La seule... Non, il n'y a rien qui part. La seule... Si, il y a une chose qui va partir, c'est du monitoring. Voilà, des métriques. C'est-à-dire qu'on va avoir un reporter, la gateway va se connecter en TCP à un Logstash et va pousser des informations sur notre Logstash qui derrière va aller dans un Elasticsearch. Voilà. À part ça, il n'y a pas d'autres données. Alors, à moins que dans vos gateways, vous ayez décidé qu'à un moment donné, il y a un appel vers l'extérieur. Mais ça, du coup, c'est votre problème. C'est à vous de gérer ça. C'est bon? Je vous propose de passer à la démonstration maintenant. Alors, donc je vais commencer par, je vais utiliser notre offre cloud. Il faut en profiter un petit peu. Je vais me créer un compte. Donc, ce que je fais là, vous pouvez le faire vous aussi. Après, on pourra partager. Je vous redonnerai les liens si ça vous intéresse. Donc, on peut se créer un compte et se créer un environnement très rapide, un petit environnement de trial. Je crois que c'est 2 semaines, la licence, une licence temporaire de 2 semaines, un truc comme ça, en prod. Donc là, non, je vais juste changer la date. Hop. Non, il faut d'abord que je m'enregistre. Hop. Donc là, je viens de recevoir un mail. Si j'y arrive, hop. Ah non, c'est pas celui-là, pas encore. Voilà. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Je vais arriver dans Cockpit. Donc là, on va l'appeler GitHub Toulouse. Je vais choisir le Quick Setup, donc avec un environnement d'essai. Et donc, la magie opère. Ça y est, l'environnement est provisionné. Donc, je me retrouve dans Cockpit avec une console. Je peux accéder à ma console et à mon portail. Donc là, je vais aller sur ma console. Donc, j'ai une URL qui a été dédiée pour mon organisation. Là, il faut le temps que ça charge un petit peu. Et voilà. Donc là, on arrive sur la console de management d'Apim, où on va pouvoir déclarer nos API. Et donc là, alors on va pouvoir commencer par créer notre API. La première API que j'ai envie de créer, elle va être connectée à un Kafka. Et on va s'amuser à pousser des messages
à essayer de se connecter dessus pour les recevoir, etc. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On peut importer une définition, on peut créer des API. Donc là, moi, je vais créer une API, ce qu'on appelle une API V4. Quand on a introduit cette notion de Event Native API, on a dû revoir notre modèle de définition d'API. En gros, les informations qu'on stockait en base pour dire c'est quoi une API. Puisque avant, on gérait du REST, donc on avait certaines informations. Là, on se met à gérer des choses beaucoup plus diverses et variées. Donc, on a dû étendre notre modèle. On ne pouvait pas simplement l'étendre. Donc, on a dû décrire une nouvelle version. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'API V2 et V4. Pourquoi pas V3 ? On s'est posé plein de fois la question. Mais je crois qu'il fallait qu'on aligne toutes les versions. On s'est dit 4, parce qu'il y avait AM qui était en version 2, nous en version APIM en version 3. On s'est dit, voilà, on va aligner tout le monde sur la version 4. Donc, maintenant, API V4. Donc, une fois que j'ai sorti les noms, le nom de la version, on peut choisir entre ce qu'on appelle les API proxy, qui reviennent à ce qu'on faisait avant, du reste des API synchrones, et les API de type message, Event Driven Backend. Et donc là, on va pouvoir choisir plusieurs entry points. C'est là où ça va être un petit peu intéressant, c'est qu'en une seule API, on va être capable de dire mon API, on va pouvoir faire du HTTP POST, mais je veux aussi pouvoir faire du SSE pour récupérer des événements. Je veux pouvoir faire un webhook parce que j'ai aussi des informations qui doivent être poussées à tel endroit. Donc, on va sélectionner les différents types d'entry points qui nous intéressent. Donc là, il y a tout un tas d'informations à remplir. Ici, je ne vais pas en mettre Kafka. Je vais aller vite parce que de toute façon, on va revenir. J'ai une API qui est déjà prête. C'est juste pour vous montrer un petit peu la manière de créer des API ici. Donc, pour chaque entry point, vous avez un lot d'informations à renseigner. Voilà, pour les webhooks, vous pouvez choisir une qualité de service. Donc ça, les qualités de service, c'est lié au messaging. C'est qu'est-ce qui se passe si, comment j'assure, on va dire, que mon message est bien envoyé ou est bien reçu. Est-ce que j'en envoie plusieurs pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui soit arrivé, ou est-ce que j'en envoie juste un et tant pis s'il arrive ou il n'est pas arrivé. Donc ça, c'est à voir selon les cas d'usage. Et donc, on peut encore après continuer pour définir les endpoints qui vont nous intéresser. Et donc là, on se dit, voilà, mon API, on peut la contacter de telle manière, mais maintenant derrière, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ce qui va m'intéresser, c'est de publier dans Kafka, mais on pourrait très bien dire d'aller publier dans du MQTT aussi. Et donc, si je sélectionne mes endpoints, pareil, je vais me retrouver avec des serveurs à configurer. C'est là où on va dire, OK, telle API, elle doit appeler tel topic à tel serveur, sur tel serveur, etc. Donc, on peut configurer de différents types de sécurité, du SASL, du plaintext, du SSL, etc. Et donc là, je vais m'arrêter ici et je vais importer directement une API toute prête. Ça m'évitera de perdre du temps à rechercher tous les credentials. Donc là, je vais importer mon API qui s'appelle Kafka Demo. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant. Je crois savoir d'où ça vient. Si j'arrive... Non, j'arrive pas. Non, ça veut pas. Voilà. Alors, je vais juste devoir l'éditer un petit peu. Qu'est-ce qui n'allait pas là-dedans ? Parce que j'ai un ID. Je dois avoir un ID qui traîne. Ici. Pourquoi j'ai ça aussi ? Voilà, ça devrait être bon. Allez, on reprend. On croise les doigts, ça devrait marcher cette fois-ci. Non plus. Ah, c'est l'ID des plans que je modifie. Bon, c'est pas grave. On va passer sur mon environnement de secours. Donc,
J'ai défini plusieurs API. On va venir sur la Kafka démo. Donc, on va retrouver nos entry points ici, avec du post, du server sent event, du webhook, du WebSocket. On va retrouver nos différents endpoints. Là, on n'a qu'un Kafka. Où à l'intérieur, je vais configurer le topic. Donc là, j'ai pris un topic qui s'appelle Meetup Toulouse. On va pouvoir définir des policies. Donc là, les policies, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Donc ça va être des actions qu'on va pouvoir, enfin des petits morceaux de code qui vont aller modifier, qui vont avoir un impact sur le flux entrée-sortie de votre appel. Là, on est, si par exemple je prends le push plan, donc ça va être le plan qui va être utilisé pour que la gateway publie sur un webhook. Eh bien, ici, on va pouvoir se dire, par exemple, à la première connexion, quand je vais établir la connexion, je vais mettre un peu de latence. Ou alors, je vais peut-être mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? On pourra peut-être faire un call-out, HTTP call-out, c'est-à-dire que je reçois une connexion, mais je vais devoir appeler un autre service pour vérifier un truc, pour récupérer une donnée en fonction d'un header, par exemple. Donc, il y a tout un tas de policies qui peuvent être appliquées sur les flux entrants, les flux sortants, à la connexion et pour chaque message. On a une partie consommateur où on va définir des plans. Donc, on va avoir le plan de type keyless qui est c'est le passe-plat, c'est le truc pour faire des tests. Je vous déconseille de faire ça en production, ou alors vous avez une API vraiment bidon. C'est zéro sécurité sur celui-là. On appelle directement sans credentials chose et ça passe. On peut créer aussi des API de type, enfin des plans de type API key, de l'OO2, du JOT, et le plan push qui est vraiment réservé à la partie messaging. On va retrouver un petit peu de trafic, on va voir un petit peu les logs qui ont lieu. Donc là, on voit les essais que j'ai fait cet après-midi. On va en refaire. Et là, il y a toute une partie configuration. Vous allez pouvoir gérer les notifications. Donc là, on est plus sur comment je gère mon API dans la console. Qui doit être notifié, qui a le droit de gérer cette API dans la console d'admin. Là, on n'est pas sur la consommation. On est vraiment sur comment je gère mon API dans ma plateforme. Et on a l'onglet documentation où on va pouvoir venir ajouter, créer des fichiers Markdown ou les importer. Markdown, OpenAPI, AsyncAPI, ASCII-Doc aussi. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je vais vérifier qu'elle est déployée. Donc, elle est déployée, elle est publiée sur mon portail. Et donc là, je vais aller sur mon portail développeur. Voilà. Qui est pour l'instant un petit peu vide. Mais vous avez possibilité de, si vous avez plusieurs API, de les catégoriser. Donc, à ce moment-là, dans cet onglet, vous allez avoir des groupes, pouvoir regrouper toutes vos API. Là, on va aller directement sur mon API Kafka Demo. Et donc, pour l'instant, elle a été assez vite, donc j'ai pas de documentation, mais je pourrais retrouver tout un tas de documentation ici affichée. Je peux contacter directement le propriétaire de l'application pour lui poser une question. Voilà, en précisant qui je suis. Mais quand on dit qui je suis, c'est quelle application je représente. Et on peut suivre un petit peu l'évolution. Si j'ai contacté, je veux voir où en est mon message et ce qu'il m'a répondu, etc. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est de souscrire à cette application, à cette API, parce qu'elle m'intéresse. Et donc là, bon, le keyless, il n'y a pas besoin de souscrire, forcément. Donc on a directement une information sur comment je peux joindre mon API. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais souscrire pour du webhook. Donc ce que je vais demander à mon API, c'est à chaque fois que tu recevras des messages sur le topic Meetup Toulouse, tu me les envoies à cette adresse, sur ce webhook-là. Donc là, je vais aller ouvrir mon webhook site, ici. Je récupère l'URL. Je vais mettre /, je choisis donc mon entry point de type webhook, je mets mon URL de callback ici, je vais choisir une application ici.
Si j'en ai pas à ce moment-là, il s'agit qu'il faut retourner se créer une application. Et là, je valide la demande. Donc, c'est-à-dire que j'envoie une demande au propriétaire de l'API qui veut bien accepter ma demande de souscription à son API, à l'API Kafka. Donc là, la demande a été envoyée. Je vais retourner ici. J'ai une petite tâche qui m'incombe maintenant, qui va être de valider la souscription. Donc, je regarde la souscription. Elle est en pending. C'est l'application qui s'appelle comme ça. Je valide. La souscription, normalement, est acceptée. Je peux aller lister les souscriptions qui existent. On voit qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été faites déjà aujourd'hui. Donc, ce qui fait que là, si j'envoie un message, il y a de fortes chances que je le reçoive plusieurs fois puisque j'ai eu plusieurs souscriptions à cette API. Pour pousser un message, on va utiliser l'HTTP POST pour juste publier un message. Donc, pour faire ça, c'est pareil. Il faut que si j'avais un plan de type API Key, par exemple, il faudrait que je fasse une souscription pour avoir le droit de pousser mon message sur le topic. Là, j'ai mis un plan keyless pour simplifier un petit peu la démo. Et je vais aller sur je me suis préparé quelques requêtes ici. Et donc là, j'ai mon post. J'ai préparé donc un post qui va envoyer un message avec un random ID. Vous voyez bien là? Ouais, vous voyez assez. Vous voulez que je zoome un petit peu? Je sais pas si on peut là-dessus. Non, ça ira. Donc là, j'ai un petit script qui me calcule un random entre 0 et 100 et je vais l'inclure dans mon message. Donc je vais en envoyer un, je vais en envoyer un deuxième, je vais en envoyer un troisième et un quatrième. Si je retourne sur mon webbook, je me retrouve avec 4 et 4, 8 messages. Donc j'avais au moins 2 souscriptions qui marchaient. Et on va se retrouver avec, vous voyez, le message qui est là, le message qui est là, etc. Donc j'ai eu plusieurs fois, donc j'ai des messages en double, ce qui est normal, mais à chaque fois avec des valeurs différentes. On voit bien que c'est mes messages qui sont partis dans le topic et que j'ai lu et reçu sur mon webbook.